vous va? Puis, je vais repartager mon écran. Hop. Bon, bah, très bien. Bonjour à tous et puis merci d'être présents pour ce premier webinaire sur analyser ces matrices apicoles, qui se déroulera de 12h30 à 14h. Donc, ce webinaire en fait prend place dans une série de visios qu'on a appelé les visios Centre et Ouest, qu'on propose en commun à 3 ADA, l'ADA Pays de la Loire, l'ADA de la Bretagne et l'ADAPIC, l'ADA de la région Centre-Val de Loire, et qui est ouvert en fait aux apiculteurs de nos régions, mais aussi aux apiculteurs de Normandie. On aura une série de visioconférences dans ce cadre, les visios Centre et Ouest, qui se dérouleront d'aujourd'hui, puisqu'on est sur la première visio de ce cycle, jusqu'à mars 2023, l'intersaison apicole 2022-2023. Et on vous transmettra un programme détaillé des prochaines visioconférences dans les semaines qui viennent. Donc, pour vous parler un petit peu de la visioconférence qui est prévue, qui va commencer là. On est sur un format webinaire pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé ce format. Donc, vous n'avez pas forcément la possibilité d'interagir via votre micro ou votre caméra. Mais par contre, vous avez un espace de discussion qui est en bas de votre application Zoom, un petit icône qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Et je vous invite donc à poser vos différentes questions via cet espace de discussion. Ce qui me permettra ensuite, lors de la phase de discussion qui terminera ce webinaire, de les poser aux différents intervenants présents ici, et ainsi que vous obteniez les réponses aux différentes questions qui pourraient être soulevées lors de cette présentation. Vous avez aussi un espace de discussion auquel normalement vous devez avoir accès, qui vous permettra par exemple, partager des liens ou partager des messages que vous auriez à faire passer pour compléter ce qui pourrait être dit. Au niveau du contenu et du déroulé de ce webinaire, je vais donner la parole aux 4 intervenants que vous pouvez voir et que je remercie de participer. Pour commencer, Laurence Tomaso de AB Labo nous présentera les analyses de matrices apicoles via un laboratoire, à quoi elles peuvent servir, comment est-ce que ça se déroule, donc de façon assez globale. Ensuite, Cécile Ferrus de l'ITSAP nous présentera l'annuaire des laboratoires qui est présent sur le site de l'ITSAP et qui vous permettra de trouver des analyses ou des laboratoires qui vous intéressent. Ensuite, Antoine Daguin, excusez-moi, j'ai cliqué. Antoine Daguin du GIRPA nous fera un focus sur les analyses, notamment en relative aux problématiques d'écotoxicologie et les analyses de résidus dans les matrices apicoles. Et puis nous terminerons par l'intervention de Cyril Vidot de l'ITSAP qui nous présentera le processus de phytopharmacovigilance et un nouvel outil qui sera bientôt disponible qui s'appelle l'outil Diatoxbi. Une fois ces 4 présentations effectuées, on prendra un petit temps d'échange pour répondre à vos différentes questions et que j'inviterai les différents intervenants j'inviterai à cette occasion les différents intervenants à répondre aux questions que vous pourriez vous poser à l'issue de ces différentes présentations. Si tout est bon pour vous, je propose que je laisse la parole à Laurence pour introduire le sujet. Laurence, je te laisse partager ton écran, prendre la parole et puis n'hésite pas à cette occasion à te représenter aussi. Oui, bien sûr, ok. Tu peux me dire si c'est ok là au niveau du partage? Oui, si tu veux, tu peux le mettre en mode diaporama. C'est parti. C'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Alors, merci pour ta sollicitation et ton accueil. Je trouve que c'est intéressant de partager, de communiquer sur les analyses qu'on peut réaliser. J'ai ciblé là essentiellement à ta demande sur la façon dont on doit procéder pour faire analyser ces miels et évidemment, les autres matrices sont concernées. Donc, nous sommes un des laboratoires français qui analyse le miel, mais aussi la gelée royale, la cire et d'autres produits en fonction des demandes et de nos capacités de développement de méthodes.
Alors, notre laboratoire, il est situé dans le sud-ouest. On est une équipe de 12 personnes et on réalise ici des analyses physico-chimiques, c'est-à-dire pour la caractérisation des miels. Donc, on peut parler du pH, de la conductivité, par exemple. On réalise des analyses de contaminants et de résidus, comme des résidus de traitement antibiotique ou de pesticides, de chlorate, de perchlorate, de résidus qu'on peut trouver dans l'environnement. On réanalyse également des analyses polliniques et des analyses sensorielles. Donc, nos méthodes d'analyse sont à 80% sous accréditation COFRAC. Donc, COFRAC qui correspond aux exigences de la norme 17025. Donc, c'est la norme qui s'applique au laboratoire. Donc, je tenais à vous présenter le sommaire, on va dire, de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va regarder pourquoi il faut faire des analyses. Dans un second temps, je vais vous repréciser ou vous informer, pour ceux qui n'auraient pas cette info-là, qu'il existe des aides à travers la subvention Agrimaire pour réaliser les analyses. Ensuite, on va parler un peu des analyses et finalement, comment on fait. Donc, au niveau du miel, il y a un cadre réglementaire. Alors, le cadre réglementaire, d'un point de vue général, ce n'est pas une loi, c'est une directive européenne, c'est-à-dire un texte qui a été publié à l'échelle européenne et qui peut être amendé et révisé en fonction des besoins de la filière. C'est la directive 2001-110. Et il y a également un décret français qui décrit les miels monofloraux. Et ensuite, au niveau des contaminants, on s'appuie sur des règlements européens que je ne vous ai pas cités là parce que ce sont des noms assez barbares, on va dire. Sachez qu'au niveau d'une conclusion d'analyse sur une conformité, on doit toujours s'appuyer sur un texte. Voilà. Donc, quelle que soit l'analyse que vous demandez, la conformité sera posée par rapport soit à la directive européenne, soit au règlement sanitaire qui correspond concernant les seuils de pesticides. Alors, ce cadre réglementaire, il pose plusieurs impératifs et il permet de vérifier plusieurs choses. Déjà, les critères physico-chimiques, donc ce sont des critères notamment d'humidité et de taux d'hydroxyméthylfurfural. Donc, c'est une molécule qui est issue des dégradations du sucre avec notamment la température. Donc, tout ça, c'est des problématiques qui sont liées essentiellement à la pratique apicole avec la récolte, l'extraction et le stockage. Ce sont des critères réglementaires, ce qui signifie que ces critères doivent être vérifiés comme conformes avant une mise sur le marché, ce qui signifie aussi que dans le cadre d'un contrôle de la DGCCRF, ces critères-là sont susceptibles d'être contrôlés. Ensuite, dans le cadre réglementaire, il est impératif conseillé d'analyser les pollens présents dans le miel. Cette analyse-là permet de caractériser l'appellation et donc de s'assurer que ce qui est marqué sur l'étiquette est juste. C'est-à-dire que si vous étiquetez miel d'acacia, par exemple, il est impératif d'avoir fait une analyse pollinique en amont pour s'assurer que les critères de l'appellation acacia sont remplis. Il y a pour cette appellation précisément d'autres critères physico-chimiques à remplir. Ensuite, peuvent être analysés pour correspondre à la directive européenne toutes les analyses qui concernent l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité? C'est mon produit est authentique, naturel, 100% pur et naturel, ce qui signifie que rien n'y a été ajouté ni enlevé. Concernant l'authenticité pour le miel, ce qui est ciblé là, ce sont ce qu'on appelle les sucres exogènes, c'est-à-dire des sucres qui ne sont pas présents à l'état naturel dans le miel. Sur ce sujet-là, la directive ne fait pas de distinction entre la présence de sucre exogène liée à une volonté, c'est-à-dire une fraude souhaitée de dilution des miels avec du sirop, et avec une pratique apicole, c'est-à-dire des pratiques de nourrissement qui feraient qu'il y aurait des résidus de sucre de sirop dans la ruche qu'on pourrait retrouver dans le miel, qui auraient été sortis de la ruche en même temps que l'extraction. Ensuite, les analyses de contaminants, évidemment, rentrent dans le cadre de la directive avec la dénomination de vente en miel 100% pur et naturel. Donc, rien ne doit avoir été ajouté, rien ne doit avoir été enlevé. Trouver des antibiotiques dans le miel, c'est quelque chose qui a été ajouté, que ce soit lié à un traitement vétérinaire ou à une contamination croisée, avec par exemple des abeilles qui peuvent boire dans des flaques proches d'un élevage que j'appelle intensif, mais c'est jugé, mais d'un élevage d'ovins ou de bovins qui auraient été traités aux antibiotiques, dont on pourrait trouver des résidus dans les urines qu'on peut retrouver dans les flaques d'eau. On peut également analyser tout ce qui relève de l'environnement avec les pesticides, notamment les chlorates, les perchlorates, les glyphosates,
qui permettent de faire, si on se place hors impératif bio, d'avoir une vision sur l'environnement du rucher. Voilà. Donc, pour répondre au cadre réglementaire, évidemment, ces analyses-là sont à faire avant étiquetage. Donc, je vais parler maintenant de la subvention pour la réalisation des analyses. Donc, cette subvention, elle s'appelle la subvention Agrimer. Elle est suivie à l'échelle nationale par France Agrimer, qui est une entité dédiée au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique. Donc, c'est une aide qui est cofinancée par l'Europe et par la France et qui se présente sous forme d'une subvention de 40% du montant de la facture des analyses qui est versée directement au laboratoire qui est sous convention France Agrimer. C'est-à-dire que vous faites une demande d'analyse et vous pouvez répondre aux 3 critères que je vous ai précisés là, c'est-à-dire avoir un numéro de SIRET, être un apiculteur installé et avoir effectué votre déclaration de colonie sur la période qui est demandée, donc 1er septembre, 31 décembre de la campagne en cours. Et il faut que sur le SIRET, il y ait le même nom que sur la déclaration de rucher et sur la facture d'analyse. C'est un sujet sur lequel on doit être très rigoureux, car il faut savoir que France Agrimer recontrôle toutes les factures et toutes les subventions qui sont allouées donc d'office à la demande d'analyse et qui peuvent refuser cette subvention si on ne respecte pas le cadre. Donc aujourd'hui, je suis sous le coup d'un contrôle Agrimer comme tous les ans. Et donc, à la fin du contrôle, ils pourront nous refuser la subvention pour certains apiculteurs qui ne répondront pas à ces impératifs, auquel cas on devra refacturer la subvention qui avait été versée. C'est un peu compliqué, mais il faut suivre. C'est quelque chose qui relève des autorités, qui est cadré et à la limite, on n'a pas à réfléchir à si ça a du sens ou pas. Parfois, ça n'en a pas, notamment concernant la période de déclaration des colonies en phase ou pas avec le moment où on demande l'analyse, mais on ne peut pas s'affranchir de ces conditions-là. Alors, quelles analyses commander? Donc, je vous ai mis ici ce que l'on propose en analyse sur nos bons de commande, en essayant d'en faire une petite lecture pour faciliter les choix des analyses. Donc, on a proposé des packs d'analyse qui correspondent aux appellations que l'on souhaite étiqueter, puisque en fonction de l'appellation, il y a des impératifs qui sont différents. Par exemple, un miel toute fleur, on n'aura pas d'impératif en termes de pH qu'on aura sur un miel de lavande. Donc, en fait, comment faire? Vous regardez quelle est l'appellation que vous imaginez vouloir étiqueter. Vous voulez vous assurer que c'est bien cette appellation-là et vous cochez la case qui correspond en face. Voilà. C'est valable pour les packs monofloraux. Pour les appellations qui concernent les appellations régionales ou géographiques, comme miel de Garrigue ou miel de Loire, à partir où ce n'est pas un miel monofloral, vous pouvez cocher l'analyse miel toute fleur. L'objectif de cette analyse, c'est de vérifier que les pollens des fleurs que l'on trouve par cette analyse correspondent bien à la zone géographique de l'appellation que vous voulez mettre sur l'étiquette. Concernant un miel d'été, par exemple, ou un miel de printemps, c'est la même chose. Une demande d'appellation en miel toute fleur correspond à cette demande-là. Au moment de faire l'analyse, si le laboratoire se rend compte que ce miel-là n'est pas un miel toute fleur, mais un miel monofloral, il téléphonera à la personne qui a fait la demande d'analyse pour l'informer et pour lui demander s'il souhaite faire un niveau d'analyse supplémentaire pour valoriser au mieux sa récolte. Voilà. Les miels de forêt et miels de miellat sont des appellations à part, puisqu'elles sont décrites également dans la directive d'un point de vue conductivité électrique. Voilà. En parallèle, hors de ces packs qui sont surtout destinés à vérifier la conformité d'un étiquetage à venir, les premiers points dont je parlais au début de cette présentation, que sont les critères réglementaires liés aux pratiques apicoles, il peut être intéressant d'analyser l'humidité et l'HMF. L'humidité notamment en vue de l'étalonnage des réfractomètres que vous pouvez utiliser au quotidien dans vos pratiques. Et ensuite, l'HMF qui peut permettre de vérifier, par exemple, si un lot qu'on a en stock depuis un petit moment est toujours conforme à la réglementation ou si, au moment de l'extraction, il a été indispensable de chauffer et quel est l'impact sur mon produit fini et plus loin encore, sur sa conformité. Donc,
Là, c'était dans le cadre d'un étiquetage pour une vente, par exemple, sur un marché ou pour vendre un produit étiqueté. On a également des appels de clients qui souhaitent vendre leur récolte en plus ou moins gros, avec des fûts entiers, à des clients qui achèteraient en gros pour faire des biscuits ou des cosmétiques, etc. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on conseille, c'est de toute façon de garantir la conformité de l'appellation et les critères réglementaires d'humidité et d'HMF. Ensuite, ce qui est quand même beaucoup mieux pour ne pas se retrouver avec des soucis une fois que le miel est livré et souvent recontrôlé par la personne qui vous a acheté votre récolte, c'est déjà de se mettre d'accord sur est-ce qu'ils ont un cahier des charges ou pas. Parce qu'il nous est déjà arrivé d'être en contact avec des apiculteurs qui nous demandaient des analyses et qui s'étaient rendus compte à la fin de la transaction commerciale que la personne à qui ils allaient vendre leur miel avait des impératifs très précis et qu'ils n'étaient pas capables d'y répondre au moment puisqu'ils n'avaient pas le bulletin d'analyse qui correspondait à ces impératifs-là. Voilà. Donc, vraiment, mon conseil sur ce sujet-là, dans le cadre d'une transaction commerciale, c'est de poser les choses dès le départ en demandant est-ce qu'il y a un cahier des charges, oui ou non. Et si la personne à qui vous vendez votre miel vous dit qu'il n'y a pas de cahier des charges, essayez d'avoir une trace écrite qui le précise pour que vous ne vous retrouviez pas à la fin dans une situation inconfortable. Mais à minima, vous devez garantir que votre miel correspond bien à un miel, c'est-à-dire que l'appellation est correcte et que l'humidité et la HMF peuvent correspondre. Le reste, ça relève de votre responsabilité et de la responsabilité de la personne à qui vous vendez. Alors, pour une récolte en bio, de toute façon, il faut valider l'appellation que vous étiquetez. Et même si la réglementation bio au niveau de l'emplacement des ruchers pouvant prétendre au bio a évolué et pose question aujourd'hui, ça passe quand même par des organismes certificateurs. Donc, du coup, on attire toujours votre attention sur le fait que vous devez vous assurer que les pollens que l'analyse met en évidence sont raccords avec ce que vous avez déclaré, ce qui a été validé par l'organisme certificateur. Ça, c'est le premier point sur cette réglementation-là. Ensuite, évidemment, il faut s'assurer de l'absence de pesticides, ou en tout cas, s'il y a présence dans les seuils réglementaires, des pesticides dont la nitrase et des glyphosates. Ensuite, il y a une étude de risque à faire sur l'impact des pratiques apicoles, notamment au niveau des résidus de traitement vétérinaire et sur l'environnement quand on parle de contamination croisée. Alors, on m'a demandé d'insister sur comment on peut commander une analyse. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ici. C'est quelque chose vraiment qui est strictement logistique. Donc, comment ça se passe, comment je fais. Donc, voilà déjà en premier les tarifs qui sont ceux pratiqués par notre laboratoire. Il y a une certaine homogénéité au niveau des tarifs qui sont pratiqués par rapport au laboratoire en France. Donc, du coup, ici, c'est ce qui est fait dans notre laboratoire. C'est une fourchette qui est par rapport aussi aux autres prestataires de services d'analyse. Donc, c'est pour vous donner une petite idée. Donc, évidemment, l'analyse des miels monofloraux est plus chère que l'analyse d'un miel toute fleur, puisqu'on doit pousser beaucoup plus loin dans l'analyse. Et là, vous pourrez constater que les prix varient en fonction des appellations. Plus l'appellation est réglementée et plus il y a de critères à respecter, plus on doit faire d'analyse pour s'assurer qu'il est conforme. Et donc, plus le pack analytique revient cher. Vous voyez qu'il y a deux gammes de tarifs. Ah oui, alors ils sont pas, s'ils sont à jour, c'est bon. Il y a deux gammes de tarifs, donc une avec l'aide Agrimer, donc il y a 40% de déduit par rapport à la ligne au-dessus qui correspond à sans aide Agrimer. Toutes ces informations sont disponibles sur le site abelabo.com. Donc là, ce sont les autres analyses qui sont réalisées à l'unité indépendamment des packs pour vérifier des points bien précis. Donc, vous avez l'authenticité dont je vous parlais précédemment, qui est une analyse qui coûte cher. En fait, ce n'est pas une seule analyse, parce qu'une seule analyse ne permet pas d'attester de la conformité de l'authenticité. Tous les laboratoires et la direction des fraudes sont d'accord sur le fait qu'il faut utiliser différentes analyses pour être sûr de ce que l'on dit. Donc, ce sont des analyses de pointe très poussées qui nécessitent un matériel et des compétences poussées, et donc du coup qui ont un prix. Vous pouvez voir là que, par exemple, une analyse d'humidité avec l'aide Agrimer revient à 2,50 € hors taxe. Et je pense que c'est dommage de ne pas s'assurer que nos pratiques sont correctes ou que
les fûts ou les pots qu'on utilise sont bien secs, il n'y a pas d'impact parce qu'un miel humide fermente et un miel fermenté ne correspond plus à la directive, ne satisfait pas le client et peut être vraiment préjudiciable pour vous. C'est pareil pour l'analyse de l'HMF. Ce sont des méthodes d'analyse, des analyses qui reviennent assez peu cher et du coup, je pense que quand on est dans un cadre où on a un doute, il vaut mieux le vérifier. Ici, sur ces tarifs, vous ne voyez rien correspondant au pollen en pelote, au gelée royal, sirop et cire, puisque la plupart du temps, ce ne sont pas les analyses qu'on nous demande, mais on travaille sur devis et à la demande spécifique. Alors, comment ça se passe pour commander une analyse? Donc, on va sur le site Internet et sur la première page du site Internet, il y a une petite commande en haut à droite, très clairement identifiée. Je commande mes analyses. Il suffit de cliquer sur cette case-là et de se laisser guider par toutes les questions et toutes les cases à remplir. On est amené à remplir un formulaire où il y a toutes vos coordonnées, notamment le numéro de SIRET, le nom de facturation et la date de la déclaration de zone de rucher, qui sont indispensables, comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour pouvoir être éligible à l'aide agrimaire. Si on ne sait pas, si on a un miel monofloral ou un miel toute fleur, mais qu'on pense que c'est un miel monofloral, pour ne pas perdre de temps et nous permettre de vous rendre les résultats dans les délais sur lesquels on s'engage, c'est-à-dire 21 jours ouvrés, on vous conseille de commander un pack monofloral. Si en faisant l'analyse des pollens, on se rend compte que c'est vraiment pas possible, par exemple, vous voulez un pack monofloral miel d'acacia, mais en fait, on ne voit pas un seul pollen d'acacia sur la première observation, on vous téléphone en vous disant on estime que ce n'est pas la peine de vous faire payer une analyse complète, on vous propose de faire une analyse miel toute fleur. Voilà. Donc là-dessus, sentez-vous à l'aise sur les demandes que vous posez. On vous rappelle dès qu'il y a un doute ou dès que vous avez mal estimé ce que vous pensiez avoir récolté. À la fin du formulaire, il n'y a pas de possibilité de nous envoyer directement le formulaire par mail. Il faut l'imprimer et le mettre dans le colis. Alors, donc, le déroulé, c'est comme ça. On prélève ces échantillons, on les met dans un pot bien fermé, un pot, si possible, suffisamment protégé dans le colis pour qu'il n'arrive pas à éclater au laboratoire, parce que s'il arrive à éclater, vu qu'on doit faire une analyse sensorielle, on ne pourra pas faire l'analyse, on ne prend pas de risque de s'abîmer la bouche avec quelque chose de cassé. On colle une étiquette, ou en tout cas, on référence très clairement son échantillon, avec la même référence qu'on a indiquée sur le bon de commande. On est allé sur le site Internet, on a suivi les instructions, on a imprimé le bon de commande. On met le bon de commande et le ou les échantillons dans le colis et on l'envoie à notre adresse. Voilà. Quand au laboratoire, on reçoit votre colis et votre bon de commande, si tout est OK, on ne vous appelle pas. On enregistre votre demande dans notre système et vous recevez un email qui vous dit voilà, le laboratoire a bien pris en compte votre demande. Si pour une raison X ou Y, la demande n'est pas claire, on vous téléphone avant de faire cette étape-là. Une fois que votre échantillon est pris en compte dans notre système, notre engagement est de vous rendre les résultats sous 21 jours ouvrés. Donc, à 21 jours ouvrés au maximum, vous recevez par mail vos résultats d'analyse, sauf si vous nous avez indiqué que vous n'avez pas d'adresse mail, auquel cas on l'imprime et on vous l'envoie, mais on essaye d'aller le plus possible vers le zéro de papier dans notre démarche RSE. Plus tard seulement, vous recevrez la facture par courrier. Il n'y a pas de paiement à faire en amont. Le paiement vient vraiment à la fin du processus. Voilà pour ça. Si par cas, pour une raison X ou Y, on n'était pas en mesure de vous rendre les résultats comme le veut notre engagement dans les 21 jours, on vous informera et on vous donnera un nouveau délai d'analyse, délai de rendu des résultats. Et en fonction des analyses et de l'aléa qui fait qu'on ne peut pas vous rendre ces résultats-là, on peut vous proposer une autre solution pour quand même rendre les résultats dans les temps. Alors, quelle quantité il faut? 100 g de miel minimum, ça suffit. Il me faut un pot propre et neutre parce qu'on a reçu des échantillons de miel dans des petits pots de sauce Amora, désolée pour la marque, mais c'est vrai que dans un pot de sauce bourguignonne, faire une analyse sensorielle, après c'est un petit peu compliqué. Et on a reçu des échantillons de miel dans des pots étiquetés laboratoire, analyse d'urine. Je n'ai pas de moyen de savoir si le pot a été rincé ou s'il est neuf ou stérile ou pas. Donc, dans ces cas-là, on ne reçoit pas l'échantillon, on le considère comme non conforme, on vous informe et on vous demande d'en envoyer un autre. Et donc là, comme je vous le précisais juste précédemment, le paiement s'effectue à la réception de la facture, pas avant.
Voilà, je suis allée au bout de ce que j'avais à vous dire. On verra tout à l'heure. Je vois qu'il y a des questions. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour votre attention. Et puis, donc oui, n'hésitez pas à poser vos questions qui pourraient vous venir dans l'espace donc, de questions-réponses. On prendra le temps d'échanger à la fin des 4 présentations, mais si on a, pour ne pas oublier vos questions, n'hésitez pas à les noter. Si tu peux arrêter ton partage. Et puis Cécile, donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter justement comment trouver un laboratoire ou une analyse si on en cherche une. Alors, c'est bon, j'ai rétabli le son. Je partage juste mon écran. C'est bon. Est-ce que là, vous voyez bien? Vous voyez en grand écran ou pas? Non, pas encore. Il faut que tu cliques sur diaporama. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Bonjour à tous et puis merci Adriane pour cette invitation la commune à plusieurs ADA. Donc je suis Cécile Ferru, je travaille à l'ITSAP Institut de l'abeille sur plusieurs thématiques, mais essentiellement tout ce qui concerne la qualité des produits de la ruche, les questions de valorisation aussi des productions, et puis un deuxième volet qui est plus sur l'acquisition de références technico-économiques et puis aussi les questions de marché du miel. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un outil qu'on a développé il y a une dizaine d'années à l'Institut, qui est un annuaire des laboratoires qui existe en France, donc laboratoire à la fois public et privé, qui propose des analyses sur les matrices apicoles. Donc ce travail, en fait, on l'a commencé en 2011-2012. Donc l'idée, c'était de référencer en fait sur un même outil tous les laboratoires français et puis des pays limitrophes qui font des analyses donc en prestation de services sur les matrices apicoles. Donc matrice apicole, ici, c'est vraiment au sens large, hein. C'est à la fois les produits de la ruche, miel, pollen, gelée royale, cire, mais c'est aussi des analyses notamment toxicologiques sur des matrices de type abeille, couvain, pain d'abeille. Donc voilà, on a essayé d'être assez exhaustif. Et donc, l'idée, c'était de les référencer, de mieux connaître ce qu'ils proposent en termes d'analyse et de mettre à disposition ces informations pour la filière apicole. On sait que voilà, il y a à la fois des apiculteurs qui peuvent faire des analyses, des coopératives, des conditionneurs, également dans le cadre de recherche scientifique ou des vétérinaires. Enfin voilà, il y a pas mal de gens que ça peut intéresser. Et donc, l'outil avait aussi comme objectif de pouvoir comparer en fait, pour un même type d'analyse, quel laboratoire propose cette analyse-là, et puis pouvoir comparer leurs offres entre elles aussi pour mieux s'y retrouver. Donc aujourd'hui, c'est un outil, donc je vais d'abord vous présenter un petit peu de manière théorique, on va dire, et puis ensuite, je pourrais vous montrer en naviguant un petit peu directement dessus. Donc c'est un annuaire qui est en accès libre donc, sur notre site internet, donc une rubrique qui s'appelle Laboratoire. Et donc, on va voir un petit peu comment ça s'organise. Donc, il y a 3 modes de recherche différents sur cet annuaire. Donc, il y a à la fois un premier onglet qui va être vraiment la liste des laboratoires qu'on a référencés, donc qui sont classés par ordre alphabétique. Et ensuite, on a 2 entrées un petit peu différentes. Donc, la première, c'est une entrée qui va permettre de rechercher une analyse. Donc, ça, c'est quand on a déjà une idée de ce qu'on veut faire. On va pouvoir chercher, par exemple, je cherche qui analyse la teneur en HMF dans le miel, et puis je vais obtenir une réponse comparative. Donc ça, c'est un petit peu quand on sait ce qu'on veut faire. Et ensuite, il y a une troisième entrée qui, là, est plutôt la liste des analyses qui sont proposées par les différents laboratoires, et ça permet de voir un petit peu l'exhaustivité de ce qui existe en termes d'analyse. Alors, aujourd'hui, c'est un annuaire qui référence 53 laboratoires, avec 36 laboratoires en France, dont entre 15 et 20, on va dire, qui sont des laboratoires départementaux. Et ensuite, on a 17 laboratoires qui sont dans les pays limitrophes, donc avec voilà, une forte présence de laboratoires en Allemagne, parce qu'il y a notamment 2 laboratoires qui sont spécialisés sur les analyses de miel, et ensuite, voilà, 4 laboratoires en Italie, 3 en Belgique, et puis 1 en Suisse et 1 en Espagne qu'on a référencé assez récemment. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, donc là aussi, c'est d'être assez exhaustif sur le type d'analyse proposée. Donc, ça référence aussi bien des analyses physico-chimiques, donc par exemple pour le miel, teneur en eau, teneur en HMF, ce genre de critères, des analyses sensorielles,
qu'on appelle aussi organoleptiques, une partie qui concerne des analyses microbiologiques, donc sur des critères un petit peu particuliers. Ensuite, une partie qui concerne notamment le miel, l'analyse des pollens présents dans le miel, donc qui est un des éléments qui est regardé pour confirmer des appellations botaniques ou géographiques. Ensuite, il y a des analyses de recherche d'adultération, donc essentiellement pour le miel, donc rechercher des sucres exogènes dans le miel. Et puis ensuite, on a une partie qui est plus sur des problématiques d'agents pathogènes et de parasites. Et ensuite, un gros volet qui concerne tout ce qui est analyse de recherche de contaminants, donc résidus d'antibiotiques ou de pesticides dans les matrices apicoles. Et puis, on avait rajouté les analyses nutritionnelles suite à la réglementation qui concerne l'affichage des déclarations nutritionnelles. Et puis après, voilà, il y a une rubrique autre. Et donc, on a essayé de référencer le même type d'informations pour tout le monde. Donc, à chaque fois, pour chaque analyse, on a le nom de l'analyse, évidemment, la matrice qui est concernée. On a une information sur la quantité d'échantillons qui est donnée. Et puis ensuite, on a des informations un petit peu plus techniques, donc la méthode d'analyse utilisée, est-ce que le laboratoire est accrédité ou pas pour cette analyse, des informations sur le type de résultat qui est rendu. Pour les analyses de résidus, on s'intéresse aussi à une information autour des compétences du laboratoire en termes de limites de détection. Donc, à partir de quand est-ce que la méthode va pouvoir détecter la présence de tel élément, ou des limites de quantification, donc à partir de quelle limite la technologie permet de détecter permet de quantifier la présence de tel élément dans un produit. Et puis des informations sur le coût, avec une fourchette de prix qui est indiquée, et des informations sur le délai de retour, et puis la capacité du laboratoire à traiter ce type d'échantillon, un petit peu à titre indicatif. Donc, avant d'aller naviguer directement sur le site, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, vous avez une première partie. Donc, ici, vous avez un petit sommaire. Donc, vous avez vraiment 3 parties principales. Donc, l'annuaire qui est cette partie, qui référence la liste des laboratoires, une partie recherche d'analyse et une partie liste des analyses. Donc, la partie annuaire, elle se présente comme ça. Donc, les laboratoires sont classés par ordre alphabétique. On a une synthèse ici dans le petit tableau qui permet d'indiquer quels grands types d'analyses sont faits par chaque laboratoire. On a aussi une carte interactive. Si on a besoin de limiter notre recherche à un pays limitrophe ou à une région française, on peut s'aider de cette carte. Et ensuite, donc, si on clique sur un laboratoire, on arrive sur une fiche par laboratoire. Et donc, pour chaque laboratoire, on va avoir ce type d'information là. Donc, c'est le petit bandeau vert que vous avez en haut. Donc, vous allez avoir un premier onglet qui est la fiche d'identité. Donc, c'est les coordonnées, enfin le nom du laboratoire, les coordonnées, les interlocuteurs et leurs contacts. Et ensuite, vous allez avoir un onglet dédié pour chaque grand type d'analyse qu'ils proposent. Donc là, par exemple, je suis allée sur un laboratoire allemand qui s'appelle Intertech. J'ai cliqué sur analyse physico-chimique et donc j'ai toute l'offre qu'il propose en analyse physico-chimique. Et ensuite, j'ai une possibilité, en cliquant sur voir détail, d'avoir le détail pour chaque type d'analyse et donc les informations que je cherche. À chaque endroit du site aussi, on a la possibilité d'exporter le résultat de la recherche en format Excel, par exemple. Enfin, c'est en format Excel actuellement, et de la sauvegarder s'il y a besoin. Ensuite, la deuxième partie donc, du site internet, c'est une partie recherche d'analyse. Donc là, en fait, vous allez avoir un petit moteur de recherche ici, où vous allez faire plusieurs choix successifs. Donc le premier choix, c'est on va vous demander quel type d'analyse vous voulez faire. Donc dans le cas d'une analyse de résidus, vous avez une question supplémentaire qui va être la famille de résidus concernés. Ensuite, vous allez choisir une matrice. Et puis, vous allez, dans ce cadre-là, chercher un critère qui vous intéresse. Donc ici, une molécule en particulier. Et donc, ensuite, vous avez le résultat de votre recherche qui s'affiche. Et vous allez avoir aussi bien des analyses donc,
par exemple, ici, quand vous cherchez, donc ça, c'est le résultat d'une autre recherche. Donc, on a choisi comme grand type d'analyse des analyses physico-chimiques sur la matrice miel en voulant comme analyse le profil des sucres. On a les résultats qui s'affichent et vous allez avoir des analyses qui concernent soit uniquement ce critère, soit des packs d'analyse qui incluent en partie, enfin dans le pack, il y a cette analyse-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc, ça vous donne tous ces résultats-là. Et puis ensuite, vous pouvez avoir là aussi toujours le détail des analyses qui s'affichent. Vous pouvez à chaque moment revenir sur le laboratoire qui vous intéresse en cliquant dessus. Et la dernière partie, donc c'est une liste des analyses. Et donc là aussi, on retrouve toujours le bandeau des grands types d'analyses ici. Et pour les différentes matrices, ça vous référence toutes les analyses qui existent. Et puis, combien est-ce qu'il y a de laboratoires qui proposent telle analyse. Et vous avez la possibilité de cliquer ici, par exemple, sur voir 3 ou voir 1. Et vous allez retomber comme si vous aviez fait une recherche sur les différentes informations des laboratoires qui proposent cette analyse. Voilà, et donc juste pour vous dire que donc au niveau de l'ITSAP, on est en train de construire un nouveau site internet. Et donc, on est en train de redévelopper l'annuaire sous un format, on va dire, plus moderne et voilà, plus en adéquation avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il se présentera de cette manière-là. Je vous ai juste mis une image du développement qui est en cours. Et donc, on retrouvera toujours le même type d'information. C'est juste un petit peu la mise en page qui va changer. Mais l'idée, c'est de retrouver les mêmes informations, les mêmes fonctionnalités. Donc là, voilà, vous retrouvez à chaque fois les 3 entrées. Donc, une liste des laboratoires, rechercher une analyse, donc surtout quand on a une idée de ce qu'on veut rechercher, et une liste des analyses existantes pour voir l'étendue de tout ce qui existe. Voilà, donc je ne sais pas, je peux rapidement aller sur notre site internet pour vous montrer. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est donc au niveau de la page d'accueil, vous allez sur laboratoire annuaire. Et ensuite, vous avez ces 3 onglets-là qui sont vraiment les clés de recherche. Donc, annuaire, recherche d'analyse, liste des analyses. Et puis ici, vous pouvez naviguer. Donc, on peut aller voir, par exemple, le laboratoire AB Labo. Donc, on a sa fiche d'identité. On a ensuite l'ensemble des analyses qu'il propose, avec, comme je vous le disais, la possibilité d'avoir plus d'informations ou pas en cliquant sur voir détail. On peut ensuite faire une recherche d'analyse. Donc, par exemple, chercher tous les laboratoires qui proposent des analyses sensorielles sur le miel, par exemple. À chaque fois, on a l'ensemble des laboratoires avec ce que je vous disais, hein, donc des analyses qui, des fois, sont seulement le critère recherché, et puis, des fois, des analyses qui sont incluses dans un forfait. Donc, ici, le terme forfait, c'est le terme PAC qui a été utilisé tout à l'heure. Et donc, par exemple, ici, on peut avoir un forfait qui va comprendre une analyse sensorielle, une analyse palynologique. Voilà. Et donc, la dernière partie, une liste des analyses. Donc, par exemple, si vous voulez savoir les analyses nutritionnelles qui existent aujourd'hui, alors ça va être beaucoup pour les produits transformés, puisque c'est sur ces produits-là qu'il est obligatoire d'afficher une déclaration nutritionnelle. Vous allez avoir tout ce que les laboratoires proposent. Voilà, et puis après, vous avez des informations complémentaires, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'une accréditation, comment elles sont délivrées, et donc c'est ce qui a été évoqué aussi dans la présentation précédente. Et puis, on a un onglet sur les sigles et les abréviations utilisées dans l'annuaire, parce que voilà, il y a pas mal d'acronymes qui sont utilisés. Donc, tout ça, c'est en train d'être repris dans le nouveau site internet. Donc, ce sera juste le format qui va changer, et puis le contenu sera globalement identique. Voilà, du coup, j'ai terminé, Adrien. Merci Cécile pour cette présentation. Je vais laisser la parole à un labo qui est justement listé dans cet annuaire, donc le GIRPA. Donc Antoine, je te laisse la parole pour que tu nous présentes un peu les analyses de résidus, notamment. Bonjour à tous, merci Adrien pour cette invitation. J'espère que c'est bon, le son passe bien. C'est bon, tu peux partager ton écran après. Ça marche. Hop.
C'est bon, c'est en ligne. Ok, donc Antoine Daga, enchanté de participer à ce premier webinaire. Donc, je suis travaille au laboratoire GIRPA, donc on est situé sur Angers, en Maine-et-Loire. Je vais vous présenter assez rapidement le labo et puis me diriger doucement, mais sûrement vers ce qui vous attend. Je pense que ce que vous attendez un peu plus, à savoir les analyses et nos capacités éventuellement à vous accompagner. Je vais peut-être passer en mode plein écran. Hop. Ok, super. Donc globalement, très rapidement, le laboratoire GIRPA, donc on est sur Angers depuis 92, enfin, on existe depuis 1992. Je vais faire très rapidement un petit retour. 92, c'est un an après 1991. C'est une année assez importante en termes de résidus de pesticides, puisqu'en gros, c'est la sortie de la directive 91/414 qui fixe l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Et donc, dans ce cadre, en fait, le ministère de l'Agriculture, et plus précisément la Direction générale de l'alimentation, a décidé de créer, historiquement, 2 laboratoires. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul, à savoir le GIRPA. Il y a historiquement 2 labos, le GIRPA à Angers et le GRAPA à Avignon, pour répondre aux besoins du ministère de l'Agriculture de suivre un petit peu ce qui se passe, de réaliser des analyses et de voir un petit peu le processus d'homologation. Dans ce cadre, le laboratoire a été créé avec un mode en tripartie, puisque donc on retrouve le ministère en tant que donneur d'ordre, quelque part, l'Université d'Angers, qui est toujours un partenaire du laboratoire, qui était là en termes de caution scientifique et d'encadrement du laboratoire pour réaliser la mission première du labo, à savoir développer et valider des méthodes d'analyse de contaminants. Et on va y venir aussi, mais donc le laboratoire GIRPA, on est vraiment spécialisé dans l'analyse de contaminants organiques. Et j'ai envie de dire, si on rentre un peu plus dans cette spécialisation, dans les résidus de pesticides. C'est notre raison d'être. Et donc, j'ai parlé de 2 partenaires, le ministère et l'Université d'Angers avec l'UFR Sciences, et le 3e partenaire qui est une association, loi 1901 aujourd'hui, qui est la FREDON, ça doit, je pense, parler, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, dont aujourd'hui la mission est le sanitaire du végétal, autour du végétal. Grosso modo, aujourd'hui, on est un laboratoire qui œuvre dans le cadre de l'analyse de résidus de pesticides dans 2 grands domaines d'activité. Le premier, l'homologation des produits phyto. Donc, on est là, on prend partie dans une part des dossiers que les firmes phyto ou l'État, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'État dans le cadre des usages mineurs, vont déposer pour l'homologation de certains produits phytosanitaires. Et entre autres, dans le volet écotox, on est fait sur l'impact des produits phytosanitaires sur les pollinisateurs. Le deuxième volet qui a été développé, qui nous a permis aussi de rester en vie après 2007 et l'indépendance, c'est-à-dire la sortie du ministère de l'Agriculture, c'est un volet plus ce qu'on appelle monitoring. Et c'est donc principalement dans ce cadre qu'on réalise des analyses sur ce qu'on appelle le monde apicole chez nous, à savoir le suivi des contaminations dans les différentes strates de l'environnement, du végétal, de l'animal, pour divers objectifs. Un objectif de recherche et développement pour alimenter, on verra après, des bases de données qui vont permettre à un moment donné justement de décider, d'orienter certaines politiques, mais aussi pour du privé ou pour le ministère dans le cadre d'intoxication massive ou de choses de ce type-là. C'est rapidement. Hop, là, une petite slide pour vous présenter. Alors, je ne vais pas rentrer dans chaque point, mais un petit peu notre historique sur l'analyse autour du monde de l'abeille. Elle commence assez tôt, en 2002, puisque on a participé aux premières analyses et les fameuses enquêtes multifactorielles de l'AFSA à l'époque pour les problématiques de gaucho, régent, imidacloprid, fipronil, et toutes ces petites molécules. Et globalement, la mise en place des premières analyses multi-résidus,
clairement avec des choses très positives et très intéressantes. Et on verra dans la slide d'après aussi des choses qui ont levé des vraies problématiques, et entre autres les seuils, qui aujourd'hui petit à petit s'améliorent, mais voilà, qui n'auront pas forcément permis à ce moment-là d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Aujourd'hui encore d'ailleurs, pas forcément toujours. Plus les seuils baissent et plus fin, on peut arriver plus finement à certaines conclusions. Mais voilà, l'idée, c'est 2002-2005, premières analyses dans le cadre d'études avec l'AFSA. On est depuis 2005 le laboratoire agréé pour tout ce qui est mortalité massive d'abeilles dans le cadre d'intoxication liée à des résidus. Et divers projets avec l'ANSES, l'INRAE, le CNRS et l'ITSAP sur essayer de déterminer un petit peu l'exposition et l'impact de certaines pratiques de produits phyto, mais aussi on en a parlé, ça a été évoqué dans les présentations avant, certains produits vétos, des choses de ce type-là, et comment l'abeille, à un moment donné, dans le cadre de son exposition dans l'environnement, peut ramener ou peut véhiculer certains toxiques jusqu'à la ruche et causer éventuellement certains dégâts. Et enfin, quelques travaux avec certaines universités qui ont mené à publication, l'Université de Liège et l'Université de Louvain, sur l'impact de certains néonicotinoïdes sur tout ce qui est prairie en rotation, et à un moment donné, sur certaines cultures où pendant 3-4 ans, il y aura de la prairie. Et est-ce que les néonicotinoïdes, et entre autres thiaméthoxam, sont encore présents 3 ou 4 ans après et disponibles pour les pollinisateurs? Et puis un deuxième sujet sur les cires et certaines molécules dans les cires. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Ce qui va être le plus intéressant, je pense, c'est ce qui va arriver. Donc le constat, éventuellement, justement, essayer de se projeter un petit peu sur le futur. Le constat, il est lequel? Il est que depuis toutes ces années, ça fait 22 ans que je suis au laboratoire, donc j'avoue que j'ai pu suivre justement un petit peu ces évolutions et voir un petit peu les améliorations. J'étais à la paillasse au départ pour le développement des méthodes, aujourd'hui un petit peu moins, mais ça permet aussi de voir un petit peu de se poser. J'ai regardé, entre 2002 et 2005 et aujourd'hui, on a en effet eu un gain non substantiel en termes de sensibilité des capacités des méthodes à détecter des résidus entre 50 et 100. Ce qui est intéressant. Alors, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? La question reste posée. Mais en 15 ans, un gain de sensibilité qui nous a quand même permis largement, des fois, d'expliquer certaines mortalités. Je dis des fois, pas toujours, mais qui permet en tout cas une vraie aide à la décision. Donc, en effet, évolution technologique et gros travail sur les méthodes qui ont permis ce gain, et donc, au final, de meilleures conclusions. Aussi, en effet, un vrai travail en Pays de la Loire que je tiens quand même à souligner, qui nous permet, nous, en tant que laboratoire, d'être beaucoup plus efficace, à savoir un gros travail de terrain sur l'environnement, sur tout ce qu'il y a autour d'un rucher quand il y a une problématique. Alors, je ne parle pas forcément quand tout va bien. Nous, on est vraiment sollicités en général quand il y a une problématique et une mortalité. Et donc, un vrai travail de terrain, en tout cas, pour pouvoir, à un moment donné, voir ce qui se passe autour en termes de pratiques agricoles, en termes de présence de certains végétaux, en termes de tout élément un peu qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas autant que ça, qui vont nous permettre à un moment donné de réduire le scope de certaines listes de molécules pour se focaliser sur les molécules qui ont été en tout cas orientées comme prioritaires au regard justement de cette enquête de terrain. Et en effet, je le dis aujourd'hui, on a des listes de multirésidus qui sont conséquentes en résidus de pesticides, médicaments vétérinaires. On a plus de 600, je pense qu'aujourd'hui on doit être à 650 matières actives qu'on va pouvoir chercher sur une méthodologie unique, mais quand bien même, moins on cherche de molécules, plus on est sensible et plus on va pouvoir justement trouver de manière efficace ces molécules dont le risque d'être présente est important. Aussi, un point qui nous a permis vraiment de nous améliorer, c'est la connaissance de chacun, de chaque personne qui à un moment donné rentre dans le cadre de l'analyse. Et l'analyse, on le disait tout à l'heure, elle commence dès le prélèvement. Elle commence dans cette enquête de terrain, dans le prélèvement, dans le transport et ensuite au laboratoire. Et c'est vrai que plus on se connaît les uns et les autres sur cette partie prélèvement, gestion d'échantillons laboratoire, qu'est-ce qu'on doit analyser? Je vais reprendre ce qui se passait il y a quelques temps où on recevait
des cadres, des pains d'abeilles, des choses de ce type-là. Et nous, au laboratoire, clairement, on est chimistes. On connaît l'analyse de résidus. Alors, attendez, je fais juste une petite pause. Tu t'attends 10 minutes, j'arrive après. D'accord, merci. Désolé, petit contretemps. Donc je disais, oui, l'idée c'est de mieux se connaître et qu'à un moment donné, justement, toutes ces interfaces, souvent le dire, hein, chaque interface une problématique ou plusieurs, mais l'idée c'est que les interfaces deviennent toujours de plus en plus fluides et une vraie connaissance de chaque métier pour que justement les transferts, quand on amène un échantillon, qu'on sache exactement si l'échantillon, à un moment donné, il doit être pris en tant que tel, s'il doit y avoir quelque chose d'effectué sur l'échantillon, si on doit extraire quelque chose du cadre ou comment, enfin, et ainsi de suite, pour que l'analyse porte sur la partie qui est problématique, qui semble être problématique, plutôt que le global. Ce qui fait que l'association d'une analyse de terrain qui va orienter les molécules et d'une vraie bonne préparation d'un échantillon qui va permettre justement de cibler la bonne partie, on améliore et on augmente les chances, entre guillemets, de pouvoir trouver, s'il y a quelque chose, de le trouver. Et le fait est aussi, petit à petit, on améliore aussi les connaissances de ce qui peuvent être des problématiques. Et après, voilà, j'en prends le dernier groupe français des pesticides là, qui avait lieu il n'y a pas très longtemps, où justement, voilà, certaines molécules, principes actifs de plantes qui peuvent être présentes dans l'environnement, je pense à la ricine entre autres ou d'autres choses, qui sont mortelles pour les abeilles à certains seuils. Et ce sont des molécules qui, nous, en tant que laboratoire, forcément, elles peuvent être présentes comme pas présentes dans les listes. Si à un moment donné, on n'est pas orienté aussi justement sur le fait de rajouter ce type de molécules, ce type de composés dans les listes parce que des personnes, je suppose, comme l'INSAP ou d'autres groupes auront justement cette connaissance que ça pose problème. Voilà, on est amené à incrémenter petit à petit les listes avec tous ces contaminants qui peuvent être problématiques. Ce qui fait que globalement, aujourd'hui, en effet, l'analyse de résidus s'améliore. C'est toujours perfectible et l'idée, c'est toujours de continuer à améliorer. Je vais vous présenter justement après un petit peu les travaux sur lesquels on est en cours. Mais tout passe vraiment principalement par de l'échange, de la discussion entre tous les acteurs à un moment donné, il me semble, pour que l'analyse serve vraiment à quelque chose. Hop. Alors, je vous ai fait présenter un petit tableau synthétique en tout cas de ce qu'on est en mesure de faire au laboratoire GIRPA aujourd'hui, j'ai pas repris à chaque fois les 500 ou 600 molécules, je pense que ça aurait été très rapidement peu buvable et peu lisible. L'idée, voilà, c'est qu'on est à même de travailler sur à peu près toutes les matrices, alors matrices support liées au monde apicole, donc j'entends abeilles, nymphes, pollen, nectar, gelée, miel, cire, pain d'abeille, cadre, et l'environnement, le végétal aussi qui peut être à côté justement des ruches. Et l'idée, c'est que historiquement, c'est vrai que nous, on est orienté sur des multirésidus plutôt, alors on parlait tout au début de règlement, donc sur le règlement européen 396-2005, qui est plutôt lié à l'alimentation. Et clairement, ce n'est pas un règlement qui est intéressant dans le cadre quand on aborde des problématiques liées au monde apicole, puisque là, on va plutôt tendre potentiellement vers caractériser une exposition avec des seuils beaucoup plus bas que ces seuils qui sont là uniquement pour s'assurer la sécurité du consommateur lorsqu'il va justement gérer de l'alimentation. Donc là, l'idée, c'est au final, au fil des années, d'essayer de développer ce qu'on appelle, ce que vous pouvez voir en bleu, des multirésidus LQ basse, donc LQ pour limite de quantification. Et l'idée, c'est de descendre toujours plus bas pour essayer de détecter des choses qu'on ne détectait pas hier. Après, je sais, je ne dirai pas beaucoup plus loin, Cyril, je te laisserai peut-être derrière avancer sur les choses, mais en fonction de certains, des fois, projets de recherche, clairement, l'abaissement de ces seuils, on voit vraiment une fracture à un moment donné, un passage de peu de détection de molécules à beaucoup plus de détection de molécules. Et l'historique, clairement, il n'est pas lié aux échantillons, mais aux capacités méthodologiques. Mais ça a apporté, je pense, une vraie capacité à voir ce qu'il y avait dans les échantillons. Alors après, la question est toujours de l'interpréter. Et ça, c'est une autre difficulté. Mais l'idée, voilà, c'est de descendre toujours plus bas en LQ. Vous avez une multirésidus là qui vous est affichée donc sur des néonicotinoïdes qui viennent d'être développés donc là toute fin d'année dernière,
où l'idée, bon, je ne sais pas si ça vous parlera, ces seuils, on est sur des seuils à 0,01 microgrammes par kilo. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, je vous disais tout à l'heure qu'on avait gagné un facteur 100 sur les multirésidus. Là, on est quasiment un facteur 1000 en dessous de ce facteur 100 déjà gagné. On est vraiment à des seuils très, très bas qui nous permettent justement de pouvoir caractériser non plus une intoxication avérée, mais vraiment une exposition de l'abeille à ces produits, alors de l'abeille ou du nectar, du miel, peu importe. L'idée étant au départ de pouvoir travailler sur de la glutation, des choses de ce type-là, donc avec très très peu de quantité de matrice, voire des fois une petite goutte, et de pouvoir assez finement détecter la présence de certaines molécules dans ces matrices, alors pas complexes d'un point de vue analytique, mais où la quantité de matrice est très limitée et où justement il faut que l'analytique soit la plus performante pour pouvoir permettre le dosage de ces molécules. Alors après, voilà, je serai libre pour répondre à toutes les questions. L'idée n'était pas de rentrer dans les méthodes. Il y a beaucoup de méthodes en fonction des besoins, des méthodes qu'on va appeler plutôt multirésidus, donc là où en une extraction et plusieurs injections sur plusieurs appareils, on va être capable de chercher 600, je vous le disais, 600 molécules, et des méthodes un peu plus spécifiques, parce que là, certains phytos ou certains produits antibiotiques vont s'extraire avec des solvants différents ou des méthodologies un petit peu différentes. Donc, on va être obligé de dupliquer certaines, enfin, pas dupliquer, mais de multiplier certaines méthodologies pour pouvoir les charger du glyphosate, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. La mitrase, alors j'ai vu qu'on parlait tout à l'heure, la mitrase est plutôt multirésidu et ses métabolites aussi, mais donc dans le coup, voilà, en fonction des molécules, pouvoir mobiliser des spécifiques, donc spécifiques à la molécule, des méthodes ou des multirésidus qui vont nous permettre de voir beaucoup plus large. Voilà pour ma partie. Après, c'était tellement vaste qu'en 10 minutes, ça me semblait compliqué de Non, mais c'est faire très bien. une petite synthèse, mais voilà, j'attends les questions surtout, je pense qu'elles sont très intéressantes. Oui, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à les mettre, comme ça, on prendra un petit temps à la fin pour essayer d'y répondre. Merci, merci Antoine. Et puis, donc, pour poursuivre sur ce sujet donc, des analyses, je vais notamment laisser la parole donc, à Cyril Vido qui va nous parler du processus de phytopharmacovigilance et de l'outil Diatoxb. Donc, en un petit 25 minutes, si ça te va, Cyril, comme ça, pour qu'on garde quelques minutes pour les questions. Je te laisse la parole. Oui, alors première chose, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Ok, parce que moi je le vois pas. Ah. Bon, j'ai dû faire une fausse manip. Alors, il est en mode diaporama. À partir du début. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, on le voit. Alors, on voit comme Antoine la diapo suivante sur le côté, mais c'est pas très grave. On voit bien le diaporama. Ok. Donc, bon, je me présente brièvement. Je suis écotoxicologue à l'Institut de l'abeille depuis 2013. Et donc, voilà, je développe ou participe à des projets qui cherchent à caractériser l'exposition des abeilles aux produits, enfin, aux polluants environnementaux et plus particulièrement aux produits phytosanitaires et à identifier donc les effets non intentionnels de ces produits sur les abeilles, principalement les abeilles domestiques. Et donc, pour terminer cette session, voilà, après donc, un exposé d'Antoine sur les analyses chimiques, donc avec pour objectif d'identifier, donc de rechercher les résidus de pesticides dans les matrices apicoles. Donc, je vais vous présenter donc donc un exposé sur finalement, une fois qu'on a ces résultats d'analyse, et bien finalement, quels outils sont à notre disposition donc pour les interpréter. Et donc, une fois que cette interprétation a été réalisée et qu'on identifie donc une situation problématique, j'y reviendrai après, comment finalement faire remonter ces observations aux gestionnaires du risque. C'est pour ça que j'ai appelé cet exposé, donc identifier les effets non intentionnels des pesticides et comment les signaler. Alors, ceci est un exemple de rapport d'essai. Donc, voilà, donc, ça c'est des analyses de pollen qui ont été réalisées ce printemps là, dans le cadre d'un projet en zone arboricole dans le sud de la France. Et donc, voilà les rapports, donc
nous sont restitués donc, une fois l'analyse réalisée. Et donc, pour le commun des mortels, ce genre de rapport est généralement difficile à interpréter et donc il y a plusieurs questions qui peuvent se poser lorsqu'on est face à ce genre de documents. Donc, pareil, quelles sont les activités de ces substances, voilà, quelles sont leurs toxicités pour les abeilles, quelles sont leurs propriétés physico-chimiques, sur quelle culture ces produits sont autorisés, est-ce qu'elles le sont toujours autorisées, etc., etc. Et puis bien d'autres questions qui peuvent aussi venir à l'esprit de tout un chacun. Donc, face à cette difficulté, et moi, dans mon quotidien, voilà, je suis amené à interpréter ces résultats d'analyse, eh bien, voilà, on doit donc régulièrement aller chercher de l'information dans différentes bases de données pour justement essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, ces informations, malheureusement, sont dispersées dans plusieurs bases de données qu'il faut d'abord connaître, savoir qu'elles existent. Ensuite, il faut savoir les retrouver sur Internet. Et ensuite, une fois qu'on est sur ces bases, il faut encore une fois savoir où aller chercher l'information, voilà, que l'on cherche précisément. Donc, en France, par exemple, il y a le site donc, de l'ANSES IFI, qui permet donc de connaître justement l'activité de ces substances. Alors quand je parle d'activité, c'est est-ce qu'un produit a une activité insecticide, est-ce que c'est un fongicide, un herbicide, etc. etc. Et donc qui informe également l'utilisateur de ce site sur les cultures sur lesquelles les produits sont utilisés. Il y a d'autres bases de données comme la PPDB, donc, qui est une base de données qui a été mise en place par une université anglaise et qui permet, donc, qui recense pour chaque substance quelles sont leurs propriétés physico-chimiques, qui donne des informations également sur des valeurs toxicologiques de référence qui permettent de connaître, ou en tout cas quelles sont quelle est leur toxicité pour l'abeille, quels sont également les métabolites de ces produits. Et puis, une dernière base de données, lorsque notamment on s'intéresse dans un cadre réglementaire donc, à la qualité des produits de la ruche, donc, qui sont soumis donc, à une réglementation qui impose que, les quantités de résidus présentes dans le miel, dans le produit de la ruche, ne doivent pas dépasser certaines limites qu'on appelle limite maximale de résidus. Et donc, c'est là aussi cette information est sur un site donc, géré par l'Europe. Et donc, là aussi, c'est encore une fois très difficile de naviguer là-dessus et de s'y retrouver. Donc, on a décidé l'année dernière, en 2020, donc, de mettre en place à l'Institut de l'abeille un outil qu'on a appelé Diatoxbee et qui a été financé suite à un appel à projet, à mécénat auprès de la Fondation de France. Donc, un outil Diatoxbee qui permet justement d'aider les commanditaires d'analyse toxicologique, d'aider donc ces gens-là à interpréter les résultats. Donc, je ne vais pas faire naviguer sur l'application numérique parce que je craignais que justement, il y ait des petits bugs et que ça vienne perturber la présentation. Donc, j'ai fait des captures d'écran pour vous illustrer un peu comment cet outil va pouvoir être utilisé. Donc, une fois qu'on va arriver, vous arrivez sur la page de cet outil. Donc, voilà, vous arrivez sur une page comme ça et vous allez pouvoir donc rentrer des résultats d'analyse qui ont été effectués sur les matrices abeilles, miel, pollen. Et puis, on a aussi en perspective d'inclure également la matrice cire. Alors, je prends l'exemple d'une analyse d'abeilles. Donc, vous allez pouvoir donc, rentrer sur le site, donner le nom d'une analyse, avoir un code qui sera un code personnel. Vous pouvez ensuite rentrer, identifier le type de matrice qui a été analysée, donc abeille, cire, miel ou pollen. Indiquer également l'unité dans laquelle le laboratoire exprime ses résultats. Alors, c'est souvent soit des microgrammes par kilo, soit des milligrammes par kilo. Donc là aussi, vous avez un petit menu déroulant qui vous permettra d'indiquer l'unité. Ensuite, vous rentrez les molécules qui ont été donc retrouvées, donc qui apparaissent sur le rapport d'analyse. Voilà, j'ai pris l'exemple d'une
d'une substance, la bamectine. Donc là aussi, il y a un petit menu déroulant qui vous permettra de rechercher la substance qui était indiquée sur le rapport d'analyse. Et vous allez pouvoir indiquer donc la concentration qui a été retrouvée. Donc, dans l'exemple ici, c'est une analyse d'abeilles dans laquelle on a retrouvé 58 microgrammes par kilo d'abamectine. Donc, ensuite, vous enregistrez votre requête et vous apparaît une page comme ça où vous allez avoir donc la liste des analyses que vous aurez saisies. Donc là, pour simplifier un peu, encore une fois, la présentation, j'ai saisi qu'un seul exemple d'analyse, donc celui que je viens de mentionner. Donc une fois, voilà, vous allez sur la partie voir le résultat, là-haut. Alors sur la partie voir le résultat, vous allez avoir donc plusieurs écrans qui peuvent s'afficher. Donc là, c'est un premier écran, c'est un écran de synthèse des résultats, qui vous indique que donc la molécule est bien la bamectine, que son statut, c'est une molécule qui est autorisée en France, qu'elle a plusieurs activités, donc des activités acaricides, insecticides, nématicides, et c'est également une substance vétérinaire. Les cultures sur lesquelles cette substance est autorisée en France, donc je ne vais pas toutes les lister, vous les avez, et également son classement toxicologique. Et donc là, il se trouve que la DL52, donc la dose létale 50, qui est la dose qui tue 50% des individus après une exposition unique au bout de 48 heures, est inférieure à 2 microgrammes par abeille, et donc ce qui fait qu'on classe cette substance parmi les substances hautement toxiques pour l'abeille. Alors, la question qui se pose bien souvent, c'est est-ce que cette concentration est susceptible d'avoir induit une mortalité chez les individus exposés? Donc, nous nous sommes basés, l'outil se base sur le calcul d'un indicateur de risque qui lui-même se base sur une méthode de calcul qui est celle utilisée dans le cadre de l'évaluation du risque donc avant la mise sur le marché des produits phytosanitaires, et donc procédure qui a été publiée donc par l'agence européenne. Donc là aussi, on s'appuie sur une méthodologie qui n'est pas interne, mais une méthodologie qui est reconnue au niveau européen. Donc, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un indicateur de risque. Et donc, cet indicateur de risque, lorsqu'il dépasse un certain seuil, eh bien, on considère qu'il y a effectivement un risque qui est susceptible, que les concentrations retrouvées dans les abeilles sont susceptibles d'avoir induit une mortalité. Alors, ces calculs d'indicateurs, on peut le faire évidemment sur les résultats d'analyse d'abeilles, mais on peut aussi faire ce calcul à partir des résultats d'analyse de miel et de pollen, autrement dit les matrices alimentaires, en prenant en compte dans le calcul de la dose ingérée des scénarios de consommation, donc qui sont indiqués sur le petit tableau en bas à gauche, et qui là aussi sont les valeurs qui sont utilisées par l'EFSA pour calculer le risque associé à la consommation de miel et de pollen. Alors dans l'exemple que j'ai choisi, voilà, vous allez avoir donc dans la synthèse des résultats une page qui apparaît et qui vous indique donc quelle est la valeur de cet indicateur de risque. Donc ici, on a un indicateur de risque qui est égal à 5,8 et le seuil à ne pas dépasser, il est de 0,2. Donc là, en fait, c'est sur la partie droite de l'écran, vous avez un petit train pointillé là, qui correspond en fait à 0,2, et lorsque justement l'histogramme dépasse ce seuil, alors on considère qu'il y a un risque pour l'abeille. Donc c'est bien ce qui est dit sur l'application. Donc l'indicateur de l'analyse dépasse le seuil de 0,2, les concentrations vont ou ont pu entraîner un surplus de mortalité. Donc ça vous permet justement de savoir est-ce que les concentrations retrouvées donc, sont susceptibles d'induire une intoxication. Alors, vous avez d'autres écrans qui précisent justement quelles sont les valeurs toxicologiques de référence. Donc, vous avez les doses létales 50 donc, suite à une exposition par voie orale ou par voie topique. Donc, on calcule la dose qu'on retrouve dans l'abeille, voilà, et on la compare à ce seuil. Et donc, grâce également à l'équation que j'ai mentionnée dans
à la diapo précédente, on peut estimer la mortalité qui est associée donc à l'exposition à cette dose. Et donc, dans l'exemple présent, on peut considérer que 93% des individus exposés donc, meurent suite à cette exposition. Alors, page suivante, vous avez également, je vous disais, des informations sur l'identité des molécules. Donc, on retrouve les valeurs toxicologiques de référence. Et puis, vous avez quelques éléments sur les propriétés physico-chimiques, donc le log de KOW. Alors là, vous ne le verrez pas, mais quand on passe en fait la souris sur ce titre-là, ça vous indique finalement à quoi correspond cette valeur-là. Vous avez également donc, la solubilité dans l'eau. Donc, on voit que l'abamectine est une substance qui est très peu soluble dans l'eau, puisque voilà, on ne peut pas dissoudre dans l'eau plus de 0,02 mg par litre. Et puis la DT50, qui est la demi-vie de la molécule dans l'environnement. Autrement dit, dans l'exemple choisi, eh bien, la moitié de la substance disparaît au bout de 25 jours. Voilà. Et donc, voilà, ça vous donne également la famille chimique de la molécule. Il se trouve que la bamectine est un micropeptide qui est dérivé, produit par des micro-organismes et qui ont une activité donc neurotoxique. Voilà, et donc également une page sur l'identité de la molécule concernant les usages phytosanitaires. Donc là, vous avez les cultures autorisées et les cultures sur lesquelles aussi le produit était autorisé, mais dont les usages ont été retirés. Voilà. Alors, je prends un autre exemple. On vient de voir l'analyse du miel, donc l'analyse des abeilles, où souvent voilà, on s'interroge sur finalement est-ce que la présence de résidus était susceptible d'induire une mortalité. Là, souvent, les analyses de miel, on peut se poser également la même question. Est-ce que la consommation de miel par les abeilles contaminées peut induire une mortalité, mais aussi est-ce que finalement mon miel est commercialisable compte tenu des produits qu'on retrouve à l'intérieur. Donc là, j'ai pris l'exemple du bupirimate. J'ai rentré une concentration, alors c'est un fongicide, j'ai rentré une concentration de 264 microgrammes par kilo. Et donc, l'application nous indique que à ce niveau de concentration, on dépasse la LMR qui est de 0,05 mg par kilo et que par conséquent, ce miel n'est pas commercialisable en l'état. Donc, ça renseigne l'apiculteur qui souhaite, qui fait une analyse de miel. Ça lui dit si, oui ou non, son miel peut être commercialisé. Pardon. Et donc là aussi, toujours c'est ce calcul d'indicateurs toxicologiques qui nous renseigne sur l'impact attendu. Et donc, on voit que cette concentration de fongicides dans le miel n'est censée n'induire aucune mortalité chez les abeilles qui en consommeraient. Alors, ce qu'il faut retenir de cette application, donc c'est un outil d'aide à l'interprétation des analyses chimiques. C'est une aide au diagnostic clinique qui est fait par les vétérinaires. Ça ne se substitue pas au diagnostic clinique, justement, c'est juste un outil. Parce que pour faire un diagnostic clinique, il ne suffit pas d'avoir un résultat d'analyse toxicologique, mais il faut prendre en compte tout un tas d'autres éléments qui sont propres aux observations, au tableau clinique, à l'environnement des ruchers, etc. etc. C'est un outil qui permet également d'aider à faire un état des lieux de la contamination et des autocontrôles des produits de la ruche. Je l'ai dit, ça s'appuie sur des bases de données officielles. Et les calculs des indicateurs de risque donc, sont basés là également sur des modèles de l'EFSA. Donc, on prévoit une mise en ligne avant la fin de l'année, avec des perspectives d'évolution, puisque on souhaiterait que l'outil soit capable également de faire des calculs de risque à partir de résultats d'analyse de la cire, et de prendre en compte, ou en tout cas d'indiquer aux utilisateurs s'il y a des interactions possibles entre les substances retrouvées, également de type synergique ou additif, etc. Et puis, en perspective également de prendre en compte la toxicité chronique, puisque les valeurs toxicologiques de référence que j'ai présentées sont essentiellement des valeurs toxicologiques de toxicité aiguë. Voilà donc pour ce qui concernait l'application Diatoxbi.
Alors, une fois que voilà, on a donc fait une analyse chimique, qu'on a identifié si oui ou non les résultats obtenus pouvaient être considérés comme finalement problématiques, donc dans le cadre d'une intoxication ou d'un dépassement de LMR, eh bien, on peut faire remonter cette information auprès d'un dispositif qui est piloté par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui a été mis en place donc, depuis 2014 dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture et qui est financé par une taxe prélevée auprès des titulaires d'AMM, donc à hauteur de 0,2% de leur chiffre d'affaires, ce qui représente donc entre 2014, enfin chaque année entre 2014 et actuellement, des prélèvements annuels qui correspondent à peu près entre 4 et 7 millions d'euros. Alors, je rappelle simplement comment se fait l'évaluation du risque. Il y a un dossier, enfin, dans le cadre de la demande d'une AMM, il y a une évaluation a priori qui est faite. Voilà, et puis le produit, une fois qu'il est mis sur le marché, donc il y a un réexamen de son AMM qui est effectué tous les 10 ans. Donc nous, jusqu'à présent, en tout cas l'Institut, voilà, avec les ADA et également avec les collègues de l'UNTPRAD, de l'INRA en particulier. Donc nous aidons à améliorer cette évaluation a priori en créant des nouvelles méthodes d'évaluation du risque. Et donc la dernière en date, c'est notamment la méthode de vol de retour à la ruche, donc qui permet de savoir si de faibles doses de produits ne perturbent pas la navigation des abeilles et des butineuses en particulier, et leur permet donc de revenir à la ruche. Et puis donc avant 2014, une fois que le produit était mis sur le marché, il y avait des informations complémentaires qui pouvaient être apportées, soit par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la note de service mortalité, ou par des syndicats, des fédérations apicoles qui faisaient remonter voilà, de manière non coordonnée, on va dire, des observations qui pouvaient être faites sur le terrain. Dorénavant, cette évaluation a posteriori, donc, se réalise dans le cadre de la phytopharmacovigilance. C'est un dispositif donc, dans lequel l'ITSAP est inclus comme étant un partenaire qui est censé faire remonter toutes les observations liées à ce qu'on appelle le compartiment abeille. Alors, la phytopharmacovigilance ne s'intéresse pas qu'à la santé de l'abeille, évidemment, mais elle s'intéresse à tout ce qui est donc surveillance de l'imprégnation des produits dans l'environnement, voilà, et à l'impact sur la santé humaine et la santé animale. Alors, c'est un dispositif qui s'appuie sur 3 piliers. Donc, un réseau de surveillance donc, qui inclut 14 partenaires et qui inclut donc l'Institut de l'abeille et les ADA. Un deuxième pilier qui est un pilier où la phytopharmacovigilance finance des études ad hoc, donc sur des questions particulières, voilà, parce qu'il y a des questions particulières qui sont posées. Donc la PPV est capable de financer des études. Et puis un troisième pilier qui est le signalement spontané, c'est-à-dire que tout un chacun alors les détenteurs d'AMM, les fabricants, notamment, eux sont dans l'obligation donc de faire remonter les observations sur les effets non intentionnels, mais les apiculteurs aussi, ou le citoyen lambda, peut également faire remonter à l'ANSES des signalements de tout ordre. Voilà. Donc voilà, je vais aller un peu plus vite. J'ai déjà 20 minutes de passer. Donc la PPV s'appuie sur 3 piliers. Donc le premier pilier, voilà, donc c'est finalement le réseau de surveillance. Alors, à l'Institut de l'abeille, avec les collègues des ADA, eh bien, on met en place des suivis de colonies, ce qu'on appelle des suivis de colonies, qui nous permettent d'avoir une idée donc de la contamination ou de l'exposition des abeilles grâce à l'analyse de différentes matrices apicoles, abeilles, pollen, nectar, cire, etc. Donc, ça nous permet donc d'avoir une base de données qui nous permet de renseigner l'ANSES lorsqu'elle nous interroge sur les substances donc, qu'on retrouve régulièrement ou pas d'ailleurs dans les matrices apicoles. Donc, par exemple, alors là,
Ça, c'était un tableau que j'ai récupéré il y a quelques mois. Donc, depuis 2014, nous avons réalisé différents types d'analyses. Alors, des analyses multirésidus pour l'essentiel, donc sur différentes matrices, pollen de trappe, etc. Donc aujourd'hui, on a plus de 3000 résultats d'analyse de pollen de trappe qui sont dans nos tablettes et donc qui nous permettent de renseigner l'ANSES sur ce que nous interroge sur la présence de certaines molécules dans les matrices apicoles. Donc, ces informations, ensuite, l'ANSES les résume dans ce qu'elle appelle les fiches de phytopharmacovigilance. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'ANSES pour pouvoir retrouver ces informations. Donc là, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la substance active iprodione. Voilà. Et donc, vous avez tous les résultats qui sont remontés à l'ANSES par les différents dispositifs de surveillance. Alors, sur les eaux de surface, les eaux souterraines, la contamination des aliments, etc., etc. Et puis également sur l'abeille. Et donc, c'est sur l'abeille, c'est le tableau que vous avez à gauche. Voilà le type de résultats donc, qui sont publiés. Donc, alimenter le pilier 1 de la phytopharmacovigilance grâce à nos dispositifs de suivi. Le pilier 2, donc c'est les études c'est le financement d'études ou le développement d'outils ad hoc, donc qui permettent justement à la phytopharmacovigilance d'alimenter ces réflexions. Donc nous, à l'Institut de l'abeille, on a bénéficié d'un premier financement qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle l'application Yodatox, qui est une application informatique qui nous permet donc, c'est une base de données de tous nos résultats et qui est associé à des applications qui nous permettent de faire tout un tas de calculs pour connaître la fréquence de détection de telles molécules, quelles sont les concentrations moyennes, les concentrations maximales, avec quelle substance, donc une substance X est très fréquemment associée, etc. etc. Donc, un exemple. Nous avons également bénéficié de financement pour étudier la rémanence des néonicotinoïdes dans les nectars. Également, il y a une étude de faisabilité d'un réseau de ruchers de référence qui a été financé. Donc ça, c'était l'INRA du Manuro qui était porteur de ce projet. Et puis plus récemment, donc, le projet ToxPollen, donc, voilà, qui nous a permis donc, d'analyser un peu plus de 850 échantillons de pollen qui avaient été collectés entre 2009 et 2017 dans la zone atelier Plaine et Val de Sèvres et de financer un postdoc, voilà, pendant 2 ans pour analyser les liens statistiques entre la santé des colonies et la contamination des pollens. Et puis le troisième pilier, donc, qui est les signalements spontanés. Donc là, encore une fois, c'est le principe, c'est que tout un chacun qui observe des problèmes au niveau de ses colonies ou de la qualité de son miel peut être en mesure donc de faire connaître cette problématique à l'agence. Et donc pour ça, il y a un portail de déclaration qui, voilà, donc tout se passe sur Internet, hein, évidemment, donc sur lequel vous pouvez aller naviguer et puis donc vous téléchargez des fiches de signalement que vous remplissez et que vous renvoyez à l'agence, voilà, pour faire reconnaître les problématiques que vous avez observées. Alors nous, dans le cadre du réseau des ADA, on aide les apiculteurs à faire ces signalements. Moi, pas plus tard que cette semaine, j'ai eu un apiculteur qui m'a appelé. Alors là, c'est un apiculteur amateur, mais peu importe, pas adhérent du NADA. Et donc, il y avait besoin donc, de faire un signalement et donc je l'ai accompagné pour faire ce signalement. Alors, ce qui est, je pris cet exemple-là sur les signalements de dépassement de LMR dans le miel, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a occupé là, il y a entre 2019 et 2020. Puisqu'on a, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu plusieurs cas de dépassement de LMR dans le miel. Et donc les apiculteurs, alors, le produit en cause était le glyphosate. Et donc on a aidé les apiculteurs donc, à faire remonter cette information à l'agence. Voilà, donc on a préparé un petit document voilà, de ce type-là sur lequel le déclarant pouvait mentionner quelles étaient les concentrations qui avaient été retrouvées dans son miel, quels étaient les lieux de production, quels étaient les volumes. Donc là, en l'occurrence, il y avait presque 2 tonnes de miel qui étaient concernées, les circonstances de la contamination et puis des informations complémentaires que l'apiculteur souhaitait apporter à l'agence. Donc à la fois sur les préjudices financiers, les risques sanitaires, les questions qui se posaient aussi sur ses choix d'emplacement, etc., etc.
Donc, en conclusion, voilà, la phytopharmacovigilance, c'est un dispositif donc, qui permet donc, d'identifier une fois les produits mis sur le marché, quels peuvent être, donc, dans la vraie vie, on va dire, quels peuvent être leurs effets non intentionnels. Et donc, dans ce dispositif, chacun, finalement, peut jouer un rôle. Donc, les apiculteurs, donc notamment en étant vigilants sur les mortalités d'abeilles et les troubles de colonies, voilà, et en faisant donc, des déclarations, en faisant la promotion, alors là évidemment je m'adresse plus aux administrateurs des ADA, en faisant la promotion de projets observatoires, donc qui nous permettent justement d'aller chercher dans des appels à projets des financements pour faire ces analyses, pour faire ces suivis de colonies, donc pouvoir alimenter la PPV. Les apiculteurs peuvent également faire remonter auprès de leur ADA des sites qu'ils considèrent à risque, sur lesquels justement il serait judicieux de mettre en place des observatoires. Et puis également, ils peuvent s'impliquer en mettant à disposition des ruchers ou des colonies. Les ADA également sont impliqués puisque voilà, avec nous, elle participe à des dépôts de projets donc, de type observatoire. Elle participe également en apportant une assistance technique pour investiguer les cas d'intoxication et à nous faire remonter, enfin, je dis nous, à l'Institut, nous faire remonter donc, les infos que les apiculteurs, leurs apiculteurs adhérents peuvent faire sur le terrain. Et puis, bon, l'ITSAP, dernier acteur qui répond aux demandes de la PPV. Donc, on est régulièrement interrogé sur sur telle ou telle substance, hein, voilà, savoir quelles sont les données qu'on a à notre disposition. On relaie donc les observations en fait, dans les ADA par les apiculteurs. On apporte également une expertise donc, auprès de la phytopharmacovigilance, hein, où il n'y a pas forcément d'experts abeilles. Donc, on participe également à apporter une expertise sur les observations qui leur sont remontées. Voilà, et puis on rédige, on coordonne des projets de recherche, évidemment, voilà, pour essayer de mieux qualifier l'exposition des abeilles aux produits phytopharmaceutiques. Voilà, 29 minutes, je vous excusez pour le petit retard. C'est pas grave, il y avait plein d'éléments très intéressants. Merci pour ta présentation. Pour conclure un peu ce webinaire donc, sur les analyses de matrices apicoles et puis notamment sur les focus sur les analyses de résidus, je vous propose qu'on prenne 5 minutes pour répondre un peu aux éventuelles questions que vous auriez. Donc n'hésitez pas à les rédiger ou les taper donc, dans l'onglet questions-réponses, mais je vais déjà pouvoir évoquer les premières qui ont été notées. Il y avait notamment, donc pour reprendre les premières questions, il y avait une question sur est-ce qu'on peut connaître les résultats en termes de métabolites d'une analyse avec des résidus d'amitraze, par exemple. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui souhaite répondre? Que ce soit Antoine, vas-y. Oui. Logiquement, en fait, tout va dépendre de la méthodologie qui va être mise en œuvre. Clairement, je pense que c'est nécessaire. Je pense que vous avez constaté, l'amitraze se dégrade en fait très rapidement. Je pense que si on se référait justement à ce que Cyril vient de nous présenter sur la PPDB, l'amitraze a une demi-vie très très courte et se dégrade très rapidement en fait dans ces trois métabolites, le DMA, DMF et DMPF. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, il est nécessaire, j'ai envie de dire, à la limite, une analyse sans ces métabolites, clairement, ne sert à rien, puisque globalement, on ne trouvera quasiment jamais d'amitraze. Donc, il faut absolument avoir les résultats des métabolites pour pouvoir justement interpréter une quelconque conclusion sur une analyse. Donc, c'est nécessaire. En fait. Donc, je pense que la question elle était plutôt liée à la formalisation du résultat, en fait. Parce que je sais qu'on fait appel à des laboratoires qui indiquent somme des métabolites. Et donc, du coup, au lieu d'avoir non détecté sur chaque métabolite, tu peux avoir non détecté sur la somme des métabolites. Oui, alors la réglementation normalement est assez claire aujourd'hui en la matière, c'est-à-dire que des résultats, alors en termes de présentation de résultats, logiquement, les laboratoires aujourd'hui sont censés présenter une ligne avec ce qu'on va appeler la définition de résidus au regard du règlement 396-2005. Donc, où là, ça peut être quelque chose d'assez obscur, puisqu'au final, on va avoir amitraze selon définition, sans trop savoir ce que ça peut cacher, on va avoir un résultat, ce qui va permettre éventuellement là de donner une conformité LMR. Et ensuite, en théorie, on est censé présenter en dessous les molécules indépendamment.
avec chacune de leurs écus, parce que je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais en fait, faire une somme de limites de quantification pour diverses molécules, ça n'a pas foncièrement ça a peu de sens. Et au final, l'intérêt, c'est surtout d'avoir indépendamment chaque molécule pour savoir qu'est-ce qui a été trouvé dans chacune, puisque au final, un résultat en amitrase exprimé selon définition pourrait très bien sortir à 0,1 mg par kilo. Mais pour autant, il n'y aura pas d'amitrase. Il y aura peut-être une quantité A, B et C des 3 métabolites. Et les 3 métabolites reconvertis après et calculés en amitrase donnent 0,1. Au final, ce 0,1 ne veut pas dire et ne sert pas à grand-chose. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir normalement, en théorie, chaque molécule indépendante d'identifier avec son résultat et le résultat de la définition du résidu. Ok, merci pour la réponse Antoine et puis Laurence. Je me permets d'avancer dans les questions. Il y avait une question sur le nombre minimum de ruches pour être éligible aux aides. Laurence, peut-être? Il n'y en a pas pour l'aide aux analyses. D'accord, donc tous les Il y a eu un apiculteurs. malentendu suite à des informations de précision sur l'aide à l'installation, je crois. Il y a un minimum sur l'aide à l'installation, mais il n'y en a pas pour l'aide aux analyses. D'accord, merci. Il y avait une question, donc pourquoi cibler autant le glyphosate? Ça me paraît une problématique de santé publique, mais pas de santé environnementale. Il y a plus souvent des résidus de fongicides. Quelqu'un souhaite répondre, Cyril? Je vois que tu as ouvert ton micro. Bon, oui, c'est Non, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Qui veut, allez-y. Moi, je peux donner juste ma vision. En fait, nous, ça fait assez peu de temps, ça fait moins de 5 ans qu'on a développé la méthode d'analyse des glyphosates en interne. Ça répondait à une demande de clients qui représentent la grande distribution en France, qui souhaitaient garantir à ses clients l'absence de glyphosate dans les miels qu'ils commercialisaient. Et donc, ça nous a obligés à développer ce plan de contrôle-là. Et il y a en France certains supermarchés qui vendent du miel et qui imposent d'avoir ce résultat-là à leurs clients. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 ans, on trouvait énormément de glyphosate sur beaucoup de miel français et que ça fait 2 ans qu'il y en a quand même de moins en moins et que sur la campagne de récolte de cette année, on constate vraiment cette baisse-là. Voilà. Je n'ai pas les chiffres, je ne les avais pas préparés, mais ça correspond à ce qu'on voit. Très bien, merci pour la précision. Vas-y. Oui, juste pour préciser que ces LMR donc, vont bouger parce qu'en gros, aujourd'hui, elles sont définies, c'est des valeurs par défaut qui correspondent finalement aux limites de quantification des méthodes d'analyse. Donc, pour faire simple, dès qu'on en retrouve, on dépasse les LMR. Voilà. Donc, elles ne sont pas du tout basées, comme l'intervenant le précisait, sur des critères de santé publique, de santé humaine. Voilà. Et donc, nous, quand on a fait remonter justement ces données au niveau de l'ANSES, il y a eu des scénarios de risque qui ont été montés pour savoir est-ce que la consommation de ce miel contenant du glyphosate était dangereux pour la santé humaine. La réponse était non. Donc, il y avait le préjudice pour l'apiculteur qui ne pouvait pas vendre son miel, mais bon, le consommateur, lui, d'après l'ANSES, ne risquait rien pour sa santé. Et donc, depuis le 1er janvier 2021, donc, il y a des vrais LMR qui vont être calculés pour le miel, donc pas déterminés par défaut, donc qui vont être déterminés expérimentalement dans le cadre de l'homologation du produit. Et donc là, c'est très probable que les LMR vont être élevés, plus élevés. Donc là, je prends l'exemple de la métotradine, qui est un fongicide. Donc sa LMR est passée de 0,05 mg par kilo à 5 mg par kilo. Voilà. Donc on voit, il y a un facteur 100. Donc voilà, alors les apiculteurs qui jusqu'à présent ne pouvaient pas commercialiser leur miel en raison en tout cas de la présence de ces produits à hauteur au-delà de 50 ppb pourront le commercialiser. Merci pour les précisions. Et puis, je vais vous proposer parce que je n'ai pas vu forcément d'autres questions qui étaient apparues, qu'on conclue donc ce webinaire là-dessus. Je remercie déjà les intervenants de s'être rendus disponibles et puis d'avoir répondu aux différentes interrogations sur le sujet du jour. Et puis, merci aux participants d'être venus assister et puis d'avoir pu poser vos questions. Donc, ce webinaire, il sera mis en ligne en version enregistrée pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes dans les semaines qui viennent. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura une autre série de webinaires qui sera proposée à partir de début novembre et qu'on transmettra notamment via les communications de l'ADAPIC de la Bretagne et de l'ADAPI de la Loire.
Et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et on vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.